Bonjour, bienvenue dans Tout bascule. Je suis Peter Mertens. Et si je vous disais qu'aujourd'hui, Gaza est devenu le laboratoire d'une guerre assistée par l'intelligence artificielle, qu'Elon Musk s'endort en écoutant des histoires de guerre, et que bientôt, on n'aura peut-être même plus besoin d'un général pour lancer un bombardement, juste un algorithme. Dans cet épisode, on plonge dans la dark romance entre Big Tech et le Pentagone. On parle aussi avec le docteur Anne Bosselaars du massacre des sécuristes à Gaza, de la mission récente Médecine pour le peuple en Cisjordanie et du Premier ministre Bart De Wever qui dit vouloir ignorer le mandat d'arrêt international contre Netanyahou. Et pour finir, on revient en Belgique pour parler de la grève générale du 31 mars, de la conscience de classe et de cette théorie élitiste qu'on appelle la primauté du politique. Beaucoup de matière à réflexion, donc allez, c'est parti. Le monde bascule, tout change rapidement et ça peut partir dans tous les sens. Nous avons besoin d'une nouvelle société par et pour les gens et qui ne soit pas guidée par la soif de profit. Je suis Peter Mertens, bienvenue dans Tout bascule. Pendant des années, les experts de la Silicon Valley se sont tenus loin de l'industrie militaire et du Pentagone. Mettre leurs connaissances au service du civil, c'était ça leur but. Et bien sûr, faire du profit. Même Elon Musk, au début, disait que ces satellites, Starlink, serviraient à suivre des cours en ligne, à regarder Netflix, à se divertir. Mais il y a un homme qui pensait que les nerds de la tech devaient arrêter de créer des jeux et commencer à fabriquer des bombes. Un homme qui n'était pas d'accord avec cette séparation entre la big tech et le monde militaire. Il s'agit d'Alexander Karp, un des 3 fondateurs de Palantir, une entreprise qui conçoit des logiciels pour la marine, entre autres. Pour Karp, les experts de la tech gaspillent leur génie dans des futilités. Le télétravail, la recherche contre le cancer, la livraison par drone, les jeux vidéo, tout ça, ce sont des bêtises selon lui. Ce génie technique, il devrait plutôt servir à développer de nouvelles armes, dit-il, pour garantir la puissance de l'impérialisme américain. La Silicon Valley devrait laisser tomber la recherche civile et se concentrer sur le militaire. Arrêter d'être aussi frileuse avec le Pentagone et collaborer avec lui. Faire de la technologie militaire un truc cool. C'est l'idée centrale de son livre The Technological Republic. Il faut attendre le second mandat de Trump pour que Karp et ses alliés gagnent vraiment du terrain. Souvenez-vous de la cérémonie d'investiture de Donald Trump. Au premier rang, Mark Zuckerberg de Meta, Jeff Bezos d'Amazon, Sundar Pichai de Google et Elon Musk de SpaceX. Et un peu plus loin, Tim Cook d'Apple et Sam Altman d'OpenAI. Trump a bien résumé la situation en 2 phrases. Ils étaient tous avec Biden, il dit. Maintenant, ils sont avec moi, tous. Voilà, ils sont avec Trump. Et Trump est avec eux. Les tech pros de la Silicon Valley sont devenus ses conseillers. Et lui, Trump, il réalise tous leurs désirs. Ces barons de la tech, ils se pensent au-dessus des lois. Ils se voient comme des génies créatifs qu'il ne faut surtout pas embêter avec des contrôles ou des règles collectives. Sous Biden, les développeurs d'intelligence artificielle devaient partager les risques pour la sécurité avec les autorités. Il y avait un décret pour ça et franchement, c'était plutôt logique. Mais ce décret, Trump l'a jeté à la poubelle dès le début de son 2e mandat. Et dans la foulée, il a annoncé 500 milliards de dollars d'investissement dans les infrastructures d'intelligence artificielle. Le développement d'intelligence artificielle est alors devenu une priorité absolue pour les États-Unis. Plus de collaboration avec le Pentagone et, en échange, moins de contrôle sur le développement de la technologie militaire. Le deal est clair. Et ce deal, il va avoir de très grosses conséquences sur toutes les guerres à venir. D'ailleurs, c'est exactement ce que veut Elon Musk, le PDG de SpaceX. Écoutez ce qu'il dit en août 2024, juste avant les élections, pendant une conférence à l'Académie militaire de West Point à New York. Je lis beaucoup d'histoires de guerre. Je m'endors avec des livres audio, principalement sur l'histoire militaire. Je trouve ce sujet fascinant.
Je m'endors avec des livres audio, principalement sur l'histoire militaire. Ça, c'est Musk. Il va plus loin. Et ce qui se passe souvent, c'est que les pays se préparent à faire la dernière guerre, mais pas la prochaine. Et c'est très dur de changer cela. Musk se prépare déjà aux prochaines guerres, celles où l'intelligence artificielle sera pleinement intégrée aux opérations militaires. Et ces guerres, ce ne sont pas des guerres du futur, elles ont lieu en ce moment, en Palestine et en Ukraine. Pour l'armée d'occupation israélienne, les Palestiniens sont des cobayes humains pour l'industrie de la tech et militaire. Drones, surveillance, logiciels espions, reconnaissance faciale, bombes expérimentales, mitrailleuses pilotées par IA. Tout ceci est testé sur la population de Gaza, prisonnière sur son propre territoire. Les armes et les technologies dernier cri sont testées sur des humains avant d'être vendues dans le monde entier. Dès les premiers mois du génocide contre Gaza, l'armée israélienne a souvent eu recours à l'intelligence artificielle pour sélectionner les cibles à bombarder. Un de ces systèmes s'appelle Lavande. Il choisit qui frapper en fonction de liens présumés avec le Hamas. Ensuite, les bombes sont lâchées. Officiellement, des officiers israéliens doivent approuver le frappe, mais dans les faits, il n'y a quasiment pas d'implication humaine. Un officier israélien déclare même, et je cite, « J'ai passé 20 secondes par cible. J'ai frappé des dizaines de cibles par jour. Et en tant qu'humain, je ne servais à rien sauf à mettre un tampon approuvé. Ça faisait gagner beaucoup de temps. » Wow! Un humain qui sert de tampon approuvé, ça fait gagner beaucoup de temps pendant un génocide. Wow! 20 petites secondes pour approuver un meurtre des dizaines par jour. C'est d'un cynisme. Les techno-militaires disent que l'IA fait moins de victimes civiles. Oui, en théorie peut-être, mais en pratique, il y a encore plus de victimes. C'est aussi ce que montre la professeure Maren Oitink. Elle est maître de conférences en relations internationales à l'Université d'Anvers et fait des recherches sur l'intelligence artificielle dans le domaine militaire. On entend souvent dire que ces technologies permettent une guerre plus propre, plus précise. Effectivement, on peut zoomer de plus en plus sur l'ennemi, mais on voit dans la pratique actuelle, comme dans la guerre à Gaza, que l'intelligence artificielle peut aussi être utilisée pour causer beaucoup plus de dégâts, pour augmenter fortement l'échelle de destruction. Ainsi, les victimes civiles sont intégrées dans le calcul dès le départ. On les appelle des dommages collatéraux. Avec le système d'IA Lavande, l'armée israélienne sait à l'avance combien de civils vont mourir pendant l'élimination d'un combattant de Hamas. Le système ne tient pas compte du rang. Même pour un simple coursier, c'est OK de tuer parfois 15, 20 personnes civiles. Et aujourd'hui, tout va encore beaucoup plus vite. Avec l'intelligence artificielle, il y a plus de cibles que jamais. Tal Mimram, un ancien conseiller juridique de l'armée israélienne, déclare à ce sujet, je cite, « Entre 2010 et 2015, quand je travaillais en cellule de ciblage, il fallait une équipe d'environ 20 officiers de renseignement mobilisés pendant 250 jours pour identifier 200 à 250 cibles. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle fait ça en une semaine. » Bon, ce qui était fait par 20 personnes en 6 mois à l'époque, l'intelligence artificielle le fait aujourd'hui en une semaine. Identifier 200 à 250 cibles par semaine. Un autre militaire israélien admet, sans détour, tuer des Palestiniens est devenu aussi facile que commander une pizza. Écoutez encore ce que dit la professeure Maren Oitink. Avec cet outil, une application de l'intelligence artificielle pour sélectionner des cibles, les rapports indiquent qu'on peut générer beaucoup plus de cibles. Ça veut dire que beaucoup plus de personnes peuvent être attaquées. Un des officiels de Tsahal dit que oui, avant on identifiait 50 cibles par an et maintenant on en fait 100 par jour. Vous pouvez imaginer combien d'attaques en plus l'IA peut générer de cette façon. C'est comme ça que Gaza est devenue
un laboratoire pour le premier génocide assisté par la IA de l'histoire. Gaza n'est pas le seul terrain d'essai. En Ukraine aussi, on utilise des drones et de l'intelligence artificielle, avec Elon Musk au premier rang. Des fonctionnaires américains considèrent ce conflit comme, je cite, une mine d'or pour l'armée américaine. Une mine d'or pour pouvoir tester tranquillement les nouvelles technologies militaires sur des êtres humains. C'est déjà ce que disait Elon Musk en août 2024 à West Point. Écoutez. La guerre actuelle en Ukraine est déjà une guerre de drones. Un genre de concours pour savoir qui peut en déployer le plus. Et si une guerre éclate entre grandes puissances, ce sera une guerre de drones. Ce seront des drones et l'intelligence artificielle. Petit rappel. En 2008, SpaceX et Tesla de Elon Musk sont au bord du gouffre. Elon Musk ne sait plus payer les salaires. Il pense que c'est la faillite. C'est alors qu'un contrat d'1,6 milliard de dollars avec la NASA tombe du ciel. Aujourd'hui, les rôles sont inversés. C'est la NASA qui dépend de Musk. Et pas seulement la NASA. Les 5 grandes agences de renseignement américaines, de la CIA à la NSA, sont elles aussi devenues dépendantes des satellites d'Elon Musk. Aujourd'hui, SpaceX est devenue aussi importante pour l'impérialisme américain que Boeing ou General Dynamics. À l'origine, SpaceX a créé Starlink pour rendre Internet accessible dans les zones reculées. Aujourd'hui, c'est devenu une arme de guerre incontournable. Il y a environ 47 000 Starlink actifs en Ukraine. Ces antennes paraboliques portables fournissent un Internet haut débit à l'armée ukrainienne. Ainsi, l'armée n'est pas dépendante d'une station au sol ou d'un émetteur qui pourrait être détruit. Elon Musk l'explique lui-même. Starlink est l'épine dorsale du système de communication militaire ukrainien, parce qu'il ne peut pas être bloqué par les Russes. Sur les lignes de front, toutes les connexions par fibre optique sont coupées, les pylônes d'émission sont détruits, les connexions par satellite géostationnaire sont perturbées. La seule chose qui ne soit pas bloquée, c'est Starlink. Oui, on peut détruire une antenne parabolique, mais il en reste encore plus de 46 000. Dans la guerre contre la Russie, Starlink est devenu la pièce maîtresse de l'armée ukrainienne. Cela veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus de guerre sans réseau d'antennes paraboliques. Plus d'impérialisme américain sans Starlink. La guerre moderne est devenue en partie dépendante de personnages comme Elon Musk. On ne parle plus ici de petites startups bricolées dans un garage grâce au financement participatif. On parle d'investissements massifs du gouvernement américain, des milliards de dollars d'argent public, des milliards qu'on pourrait investir dans la recherche et le développement de l'intelligence artificielle pour lutter contre le cancer et prévenir des maladies graves, pour alléger les conditions de travail, pour développer le transport public, pour lutter contre le changement climatique et garder la planète habitable. Il y a quelque chose de vraiment pervers dans ce système. Aujourd'hui, l'impérialisme s'empresse d'investir des tonnes de connaissances, de sciences et de moyens publics dans le développement de machines de destruction. C'est le signe d'un système qui court à sa perte. Mais s'il n'y a pas de fatalité, on n'est pas des lapins pris dans les phares d'une voiture, ce sont des choix politiques. C'est ce que dit aussi la professeure Marijn Oiting. Et elle a entièrement raison. Nous voyons aussi qu'il y a beaucoup de voix qui disent qu'on ne peut rien faire d'autre que suivre la technologie. Je veux répondre 2 choses à ces arguments aujourd'hui. Premièrement, on appelle cette manière de penser le déterminisme technologique. Et c'est faux. En tant qu'humains, nous avons évidemment une très grande influence sur les développements technologiques.
Deuxièmement, ces développements d'intelligence artificielle dans le domaine militaire ne vont pas de soi. Ils ne sont donc pas irréversibles. Ils ne sont pas non plus inévitables, mais ils sont bel et bien le résultat d'importants investissements politiques, économiques et militaires que nous avons réalisés au cours des 10 dernières années, et en particulier en ce moment de basculement que nous vivons aujourd'hui. Oui, nous sommes à un point de basculement. On peut refuser d'investir des milliards pour la destruction, la militarisation et un monde de surveillance généralisée dominé par les géants de la tech. On peut faire des choix plus sains, plus démocratiques, plus pacifiques, des choix qui permettent une transition écologique positive pour notre planète. Et maintenant, j'accueille Hanne Bosselaars, médecin généraliste à Médecine pour le peuple, pour parler de la résilience des soignants et du peuple palestinien. Bienvenue, Hanne. On va parler un petit peu sur la situation des soins de santé en Palestine. Vous êtes médecin et il y a 10 ans, vous avez travaillé à Gaza, au centre Al-Quds à Beit Hanoun. Est-ce que vous êtes toujours en contact avec l'hôpital là-bas et est-ce que vous pouvez témoigner un petit peu sur la situation sur place? Oui, bien sûr. Donc, oui, moi, je suis normalement médecin généraliste à Molenbeek, chez Médecine pour le peuple. Mais il y a 10 ans, j'ai été à Gaza, chez l'organisation palestinienne Aouda. Et j'ai travaillé dans un centre de santé de première ligne à Beit Hanoun, le nord extrême. Et aussi, j'ai fait des consultations prénatales à l'hôpital Al-Aouda à Jabalia. Et j'ai toujours beaucoup de contacts avec mes collègues de là-bas. C'était une merveilleuse équipe. Et j'ai surtout beaucoup de contacts avec Mohamed Salah, qui est le directeur ad interim de l'hôpital Al-Aouda. Il a pris cette fonction quand le vrai directeur, Dr Ahmed Mouhana, a été arrêté décembre 2023. Et oui, il me raconte comment ça se passe dans cet hôpital qui a été assiégé, qui a été détruit, qui souffre de manque de matériel. Ça fait depuis le 2 mars qu'il y a presque... non, il n'y a rien qui entre. Il n'y a plus de matériel médical, il n'y a plus de nourriture, il n'y a plus des équipes internationales d'aide qui peuvent entrer. Donc, ils sont très isolés, mais ils continuent à soigner les gens autour comme ils peuvent. C'est une organisation qui montre vraiment beaucoup de flexibilité, créativité. Et voilà, ce sont des collègues que je respecte énormément, surtout parce qu'ils n'arrêtent jamais. Ils vont jamais quitter. Ils restent à leur poste. Ils ont été menacés d'évacuation plus que 5 fois. Mais Mohamed Salah dit toujours... Je soigne jusqu'à ma dernière piqûre. Je ne lâche pas mon peuple. Je suis près d'eux. Donc, ils m'inspirent beaucoup. Et donc, vous gardez contact avec eux? Oui, bien sûr. J'envoie beaucoup de messages par WhatsApp pratiquement toutes les semaines. Bon, ça devient un peu répétitif parce que la situation ne s'améliore pas du tout. Et oui, voilà. Mais je trouve ça important de témoigner aussi de notre solidarité, de montrer qu'on pense à eux. Surtout récemment, le 18 mars, quand les bombardements ont recommencé et quand Israël a complètement franchi le cessez-le-feu et qu'ils ont fait 400 morts en une nuit. L'hôpital a été de nouveau inondé de morts et de blessés. Et c'est des moments où je me dis, mais comment ils font Comment ils arrivent encore? Oui, on a entendu aussi ce massacre des secouristes, le Benson du 23 mars contre les secouristes du Croissant Rouge palestinien. Donc, il y a eu 14 soignants ont été tués et puis jetés dans une fosse commune. Et aussi leurs ambulances et même un camion de pompiers ont été enterrés sous le sable par des bulldozers israéliens. Donc, qu'est-ce qui s'est passé et comment toi tu réagis à ces nouvelles-là? Comment je réagis? Je trouve ça inconcevable que ça peut se passer et qu'il n'y a pratiquement pas de réaction de nos politiques. C'est un crime de guerre, mais le plus flagrant possible. Parce que d'abord, Israël a nié toute la question. Oui, qu'ils se font encore l'effort de mentir. Le monde entier l'a vu. Il y a une vidéo qui est sortie qui montre que ce convoi avait des sirènes, avait des lumières rouges. Donc c'était très, très clair. Parce qu'Israël avait dit d'abord qu'il n'avait pas de sirènes, pas de vêtements spéciaux, etc. Mais la vidéo a montré que c'était un mensonge, que des sirènes étaient allumées, c'est ça? Oui, donc 5 ambulances, un véhicule de pompiers et un véhicule des Nations Unies sont arrivés avec leurs sirènes, avec leurs lumières.
Ils ont été tirés dessus et puis il n'y a plus eu de contact avec ces 15 secouristes pendant 6 jours. Et donc, le week-end passé, des collègues les ont trouvés dans une fosse commune très profonde avec leur véhicule. Ils avaient les mains liées, ils avaient des blessures qui montrent qu'ils ont clairement été exécutés. Et oui, ça c'est une attaque ciblée sur des secouristes comme ça par un État. C'est quelque chose qu'on ne peut jamais accepter. Ça nous renvoie de nouveau à il y a 200 ans où il n'y avait aucune règle, où pendant des guerres, on ne pouvait pas soigner les blessés parce qu'on tirait sur tout le monde. Et la Croix-Rouge a été établie au milieu du 19e siècle quand il fallait trouver un moyen de soigner des blessés de guerre. Et donc là, maintenant, c'est permis de tirer sur des secouristes qui vont chercher leurs blessés. J'ai pensé aux blessés qui les attendent, aux familles des secouristes. C'est quelque chose qu'on n'arrive pas à expliquer. Et tu crois que ce sentiment, c'est partout dans le monde, au niveau des médecins, etc., qu'ils voient la situation maintenant en Palestine? Il y a une solidarité avec les gens en Palestine au niveau médical dans le monde, tu crois? Oui, il y a beaucoup de solidarité. Il y a aussi déjà depuis le 7 octobre et même avant des groupes de soignants qui se prononcent sur la Palestine. Ils s'appellent les Health Workers for Palestine. Il y a des branches partout au monde et ces gens bougent, on fait des actions. On demande la libération de nos collègues qui ont été arrêtés et qui sont en prison sans procès. Donc oui, il y a une grande solidarité chez les citoyens, chez le monde médical, mais c'est surtout nos politiques qui doivent réagir. Et c'est quand même totalement incroyable que notre Premier ministre, il arrive encore la semaine passée à dire qu'il ne va même pas arrêter Netanyahou quand il devrait descendre en Belgique. Mais il y a un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale contre Netanyahou et il y a même des avocats à la Cour pénale internationale, comme le Belge Luc Wallin, qui a dit que le Premier ministre n'a pas le pouvoir de dire ça. C'est incorrect et aussi dangereux de la part de notre Premier ministre de dire des choses comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Absolument. Un criminel de guerre condamné avec un mandat d'arrêt et quand il arrive dans ton pays et que tu es membre de la Cour internationale, oui, tu es tenu à exécuter cet ordre et à l'arrêter. Donc le fait que Bart De Wever dit ça et in extenso il dit que les autres pays en Europe ne vont pas non plus l'arrêter, donc ni la France, ni l'Allemagne, etc., c'est inconcevable. Je trouve ça totalement irresponsable parce que c'est un peu trumpien, c'est un peu comme Trump et comme Orban et Netanyahu, parce qu'on voit au niveau international, cette international de l'extrême droite, cette connexion entre Netanyahu, Orban, Trump, etc. Mais en fait, notre Premier ministre, Bart De Wever, défend toute cette bande d'extrême droite avec des annonces comme ça, non? Totalement. Et donc, Israël se croit au-dessus de la loi parce qu'ils ont un plan. Et le plan, c'est le nettoyage ethnique total de la Palestine. Pour exécuter ce plan, pour génocider les Palestiniens, ils ont besoin de s'en passer des lois. Ils ne peuvent pas le faire s'ils sont tenus au droit international. Et je trouve ça extrêmement dangereux que nos leaders politiques sont en train de les suivre. Oui. Revenons à Gaza, donc sur la situation du système de santé. Donc, à cause du génocide, il y a une grave pénurie de matériel médical et il y a 36 hôpitaux à Gaza. Et quelle est la situation? Est-ce qu'ils sont encore opérationnels, ces 36 hôpitaux? Ou quelle est la situation précise? Ça varie avec le temps, mais actuellement, il y a 24 des 36 hôpitaux qui sont partiellement fonctionnels, mais tous les hôpitaux ont été endommagés. Donc, si je prends l'exemple de l'hôpital Al-Aouda que j'ai suivi de près, ils ont été assiégés pendant 3 fois, pendant une dizaine de jours. Ils ont été tirés dessus plusieurs fois. En novembre 23, ils ont eu un grave bombardement sur leur 4e étage qui a tué 3 de leurs médecins et un accompagnant d'un patient. Ils ont eu leur citerne d'eau qui a été détruite. Ils ont eu leurs panneaux solaires qui ont été établis avec le soutien des métallos de la FGTB, qui ont aussi été détruits. Leurs ambulances. Donc oui, un hôpital, ils doivent toujours fonctionner du jour au jour.
Pendant les sièges sur l'hôpital, ils avaient tout leur matériel et leur nourriture dans un dépôt en face de la cour. Il y a une fois eu un ambulancier qui est allé voir dans la porte s'il pouvait aller chercher un peu de nourriture de l'autre côté. Il a été tué direct, on a tiré sur lui. Donc oui, la situation de ces hôpitaux est extrêmement catastrophique. Et ça se répercute évidemment sur les blessés, mais aussi sur toutes les urgences. Donc oui, si tu as la malheur d'avoir une crise cardiaque pendant un bombardement, il n'y a aucun moyen pour te sauver. Il n'y a aucune ambulance qui peut venir te chercher. Il n'y a pas le staff qui peut t'aider. Donc cette situation est vraiment catastrophique. Le chirurgien palestinien Ghassan Abou Sita, il appelle ça la triade de la mort. Il y a les blessures, il y a les infections et il y a la malnutrition. Et oui, normalement, on peut guérir d'une légère blessure de guerre, mais pas si on est mal nourri ou si ça s'infecte. Et donc, il y a plein de gens qui succombent à leurs blessures pas trop graves à cause de ce manque de nourriture et ce risque d'infection. Et Israël compte sur ça pour avoir plus de morts encore. Ce sont des meurtres silencieux que vous avez envoyé avec Médecins pour le peuple et Viva Salut. Salut aussi le docteur Freya Haak et Alexandra en Cisjordanie récemment. Et est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi ce voyage-là et qu'est-ce que les médecins ont vu sur place? C'était une grande fierté pour moi d'avoir 2 collègues qui sont partis en Cisjordanie. C'était pas très facile à organiser, mais avec un représentant de Viva Salut, elles ont été visiter Health Work Committees. C'est notre partenaire en Cisjordanie. Une merveilleuse organisation qui ont des centres de première ligne, qui font des soins près des gens. Mais voilà, elles ont vu aussi que la violence en Cisjordanie est en train d'escaler gravement. Donc, il faut savoir qu'il y a aussi déjà près de 1000 morts en Cisjordanie depuis le 7 octobre 23. Donc Israël attaque beaucoup plus souvent des camps de réfugiés, ils détruisent des maisons, ils chassent la population pour prendre des plus grosses parties de la terre palestinienne. Et ça a des conséquences. Les routes sont bloquées, il y a des checkpoints et des blocades partout. Donc la situation en Cisjordanie devient très très tendue aussi, avec aussi des attaques contre les centres de santé et des hôpitaux. J'ai entendu dire sur la radio le docteur Haak qui témoigne comment l'occupation et la colonisation créent d'énormes obstacles pour les gens, comme les checkpoints permanents et les barrages routiers en Cisjordanie. Il y en a plus de 800, elle nous a dit. Et les ambulances mettent parfois des heures pour faire un trajet. Donc, est-ce que vous pouvez raconter quelque chose là-dessus? Comment des choses comme des barrages rendent plus difficile le travail pour des médecins? Oui, c'est évident. Oui. Et en effet, Freya et Alexandra ont raconté qu'elles étaient en route pour Hébron. C'est une demi-heure de route de Ramallah, mais elles ont mis 2h30 en aller et 5 heures en retour. Parce qu'il y avait tellement de blocages, ils devaient à chaque fois s'arrêter. Et oui, évidemment, ça pose des problèmes pour les travailleurs de la santé. Tu dois tout le temps te coordonner via quelle route tu peux encore bouger. C'est dangereux pour eux aussi, parce que s'ils se trouvent à une blocade militaire, ils peuvent se faire arrêter. Ils sont aussi cibles en Cisjordanie. Donc, ils doivent tout le temps collaborer, se communiquer pour savoir où aller. Et donc, oui, évidemment, si tu dois transporter une femme enceinte, un blessé, quelqu'un qui a une crise cardiaque, et que ton ambulance est arrêtée, oui, il y a des morts dans les ambulances devant les checkpoints, il y a des accouchements devant les checkpoints, ça rend les soins impossibles. Des accouchements devant les checkpoints, c'est sérieux? Oui, si ton ambulance est arrêtée pendant 1 heure et que ta femme elle est en travail et que le bébé doit sortir, ils sont préparés à tout. Le savoir-faire des travailleurs de santé palestiniens est énorme. Par expérience, ils savent gérer ce genre de situation et alors ils vont faire l'accouchement dans l'ambulance. Et à partir d'ici, Médecins pour le peuple et Viva Salut, vous organisez des campagnes de solidarité, des actions. C'est quoi l'importance d'informer le public ici en Belgique et en Europe sur la situation des soins de santé en Palestine? C'est extrêmement important de partager ce témoignage pour, oui, alimenter le mouvement de solidarité. C'est important qu'on reste tous en mouvement parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas accepter. Ce qui est en train de se passer en Palestine maintenant,
dans 10 ans, on va regarder en arrière et se dire, mais comment est-ce qu'on a pu laisser passer ça? Donc oui, on se mobilise évidemment avec Médecins pour le Peuple. On fait des campagnes de soutien financier. Donc on a vendu les cartes de fin d'année pour 33 000 euros qui sont allés vers l'hôpital de campagne d'Aouda. Donc merci à tout le monde qui les a achetés. Mais le plus important qu'on fait, c'est être ambassadeur de leur cause. C'est ce que les Palestiniens de Gaza m'ont demandé quand je suis sortie de là. Voilà, maintenant retourne chez toi et va parler de notre situation. Nous oublie pas. Et donc parler des témoignages de ce qui se passe, sensibiliser les gens et susciter l'indignation et puis la mobilisation, ça c'est notre travail le plus important. Il y a quelque part aussi dans toute cette misère, dans tout ce génocide, une attitude combative, une attitude optimiste des médecins, de tous les gens qui aident en Palestine. D'où vient cet esprit combatif selon toi? Mais les soignants palestiniens, personnellement, c'est ma plus grande source d'inspiration parce qu'effectivement, ils ont l'optimisme, ils se battent pour le droit à la santé pour tout le monde de jour en jour et ils s'arrêteront jamais. J'entends Mohamed Salah dire tout le temps je ne quitte pas mon hôpital, je soigne jusqu'à la dernière seringue, je reste près de mon peuple. Et ils ont cet esprit parce qu'ils vivent dans des conditions difficiles depuis des générations. C'est depuis 1948 qu'ils sont sous occupation, qu'ils sont chassés, qu'ils sont des réfugiés. Et donc, oui, ça fait qu'ils savent que c'est une lutte de longue haleine, ça va pas être gagné demain, mais ils savent aussi qu'ils vont gagner. Et moi, ça, c'est mon plus profond optimisme. Je sais que la Palestine va survivre, va vaincre. Israël n'a jamais été tellement sous pression qu'aujourd'hui. Donc, on doit continuer, on doit garder l'optimisme, même si sur le terrain, ça donne pas un changement maintenant, tout de suite. Mais si on lâche, on va voir dans 10 ans qu'on n'a pas choisi le bon camp. Donc, les Palestiniens le disent, donc on les suit avec optimisme et on continue. Merci beaucoup, Anna, pour votre témoignage. De rien. Lundi 31 mars, tout le pays s'est arrêté pendant un moment. Pas à cause de la neige, ni à cause des embouteillages, mais parce que la classe travailleuse a dit non. C'était une grève générale. Ça n'arrive pas souvent et jamais pour rien. Une grève générale, ça veut dire que celles et ceux qui font tourner la société tous les jours, pendant un jour, voire plus, ils arrêtent le travail. Personne ne fait ça pour le plaisir. Faire grève, c'est un moyen d'action. Le dernier, pour demander du respect pour la classe travailleuse. On ne peut pas passer à côté. Chez nous, on est clairement entré dans un printemps chaud, un printemps de résistance sociale. Le gouvernement venait à peine d'être formé que déjà 100 000 personnes étaient dans la rue à Bruxelles. C'était le 13 février. Et un mois plus tard, on a eu la grève. La grève du 31 mars était générale. Ça veut dire dans le privé comme dans le public, avec les syndicats verts et rouges, au nord comme au sud du pays. La grève, on a vu aussi partout dans la métallurgie, la pétrochimie, le transport, l'industrie pharmaceutique, l'agroalimentaire, les hôpitaux, les services publics, le commerce, la logistique, le nettoyage, l'enseignement, bref, dans presque tous les secteurs. Le président de la FCTB, Thierry Boutson, a résumé la grève comme ceci. Celles et ceux qui créent la richesse tous les jours arrêtent le travail pendant une journée. Le 31 mars, nous allons montrer qui fait tourner l'économie en Belgique. Nous continuerons à créer des richesses, nous, les travailleurs et les travailleuses, mais pas le 31 mars. Le 31 mars, on arrête le travail pour être entendu. On a arrêté le travail pour être entendu, nous disent les syndicats, pour être entendu face au plan d'austérité brutaux du nouveau gouvernement. Et ce gouvernement Arizona, donc avec la MR, les engagés, la NVA, le CDMV, le VORUT, le gouvernement Arizona veut imposer pas moins de 23 milliards d'économies sur la sécurité sociale et les services publics. Et en même temps, ils vont aller chercher des milliards pour l'armée et la guerre. Oui, aller chercher de l'argent là où il n'y en a pas. Les gens en ont marre. Ils bossent tous les jours, ils bossent dur. Ils veulent du respect. Logique. Et quand on ne les écoute pas, quand on ne les voit pas, quand ils ne sont pas représentés, alors ils font entendre leur voix
avec une grève. La grève, c'est notre dernier outil d'action. Mais bon, c'est quand même nécessaire, hein. Il faut qu'on le fasse. On a déjà manifesté plusieurs fois, mais le gouvernement ne veut toujours pas écouter. Donc maintenant, c'est avec la grève qu'on doit y aller. C'est nous qui faisons tourner l'économie. Alors aujourd'hui, ils vont sentir que ça fait mal, qu'il va y avoir des dégâts économiques. Et on espère qu'ils vont enfin écouter. Et s'ils n'écoutent pas, la prochaine fois, on sera évidemment encore là. Vous vous souvenez de la pandémie en 2020? C'était un moment particulier et je me souviens bien parce qu'il y a eu l'enterrement d'Urbain, mon beau-père, et on ne pouvait être que 15. C'était en plein air et on devait rester à 1,5 mètre les uns des autres. Mais en même temps, les usines continuaient à tourner. Des camionneurs roulaient. Les équipes de nettoyage étaient là. Les réassortisseurs remplissaient les rayons. Les caissières étaient là, à leur poste. Les pompiers étaient prêts à intervenir. Et le personnel soignant bossait 7 jours sur 7 pour s'occuper de nous. Et à ce moment-là, c'était quand même clair qui faisait vraiment tourner le pays. On appelait ça les métiers essentiels. Il y a même eu des applaudissements organisés pour celles et ceux qui créent la richesse. Les ouvriers et les ouvrières, les employés, les fonctionnaires, tous celles et ceux qui font tourner ce pays. Soudain, une certaine conscience de classe émergeait. L'idée que c'est la classe travailleuse qui fait tourner la société. Et voilà, aujourd'hui, c'est cette conscience de classe qu'ils veulent à nouveau écraser. La classe travailleuse doit se taire et bosser et peut-être envoyer ses fils à la guerre. Mais surtout, se taire. Monica de Jong, la directrice générale de la FEB, au micro d'Océane Vermeeren. Pour nous, c'est pas avec des grèves qu'on va trouver des solutions. À un certain moment, il faut accepter qu'on doit faire des réformes et on doit aussi penser aux futures générations. Le VOCA dit « accepte la réalité ». Après des mois de négociations, il y a enfin un gouvernement. Alors maintenant, accepte ce qu'il a décidé. Chère population, acceptez ce que le gouvernement a décidé pour vous. Acceptez de devoir bosser plus longtemps. Acceptez que ce soit pour une pension plus basse. Acceptez que vos primes pour le travail de nuit risquent de disparaître. Avalez et acceptez. C'est ça ce que dit le grand patronat, la FEB, la Fédération des entreprises de Belgique et le VOCA, l'organisation patronale du nord du pays. En gros, les élections sont passées, le gouvernement est en place, maintenant tout le monde doit se taire. Accepte la réalité. C'est en fait une théorie très élitiste, avec un nom pas très joli d'ailleurs, la primauté du politique. Cette théorie dit que les gens doivent se taire entre deux élections. Tu peux voter une fois tous les 4 ou 5 ans et puis silence radio, parce que c'est au politique de décider. Dans cette vision, tout contre-pouvoir est éliminé et le gouvernement peut faire ce qu'il veut pendant 4 ou 5 ans. Accepte ça, dit le patronat. Et ce genre de théorie élitiste, ça n'a jamais été la base d'une démocratie saine. Dans une démocratie, il y a des pouvoirs et les contre-pouvoirs. Il y a un gouvernement, oui, mais il y a aussi les mouvements citoyens et les syndicats qui peuvent se mobiliser contre certaines mesures du gouvernement ou même contre toute la politique du gouvernement. Ça a toujours été comme ça. Quand quelque chose est inacceptable, on peut se mobiliser, faire entendre sa voix, mettre la pression. C'est comme ça que tous les acquis sociaux dans notre pays ont été obtenus, tous sans exception, grâce à ce qu'on pourrait appeler la primauté du peuple ou la primauté de la lutte sociale. Parce qu'il y a des gens qui ont refusé d'accepter la situation et qui sont descendus dans la rue. Qui a sorti les enfants des mines? Le mouvement ouvrier. Qui a fait en sorte que l'école soit obligatoire pour que les enfants puissent apprendre à lire, écrire et compter? Le mouvement ouvrier. Qui a obtenu le suffrage universel, les congés payés, la protection et la sécurité sociale? Aucun de ces acquis n'est arrivé grâce à la primauté du politique. Aucun.
Au contraire, ils sont arrivés grâce à la pression venue d'en bas. Et à la fin, la politique a dû céder. C'est ça que la FEB et d'autres veulent supprimer aujourd'hui. Ils veulent qu'on se taise dès qu'on a voté. Après ça, plus de participation, faut se taire, pas de protestation, pas de critique, pas de contre-pouvoir. Eh ben non. Ce gouvernement veut que les gens travaillent plus longtemps pour une pension plus basse. Ce gouvernement veut introduire un malus qui pénalise financièrement les retraités. Ce gouvernement veut aussi toucher aux primes de nuit et de week-end et veut aller chercher des milliards dans la sécurité sociale. C'est bien que les gens n'acceptent pas ça. C'est bien que les gens ne se taisent pas. C'est bien que les gens rejettent la primauté du politique et prennent eux-mêmes la parole. Nous sommes en grève aujourd'hui parce que nous voyons que le pays est en train de dégringoler à cause des mesures du gouvernement Arizona. Je fais grève parce qu'en tant que postier, je suis vraiment en colère contre ce nouveau gouvernement qu'on a. Un gouvernement qui vraiment nous a roulé dans la farine. Mais on fait grève aujourd'hui d'abord contre le malus pension. Donc ça c'est quand même incroyable que maintenant le gouvernement envisage de punir les gens qui veulent arrêter avant. Donc non, les gens ne vont pas avaler et accepter tout ce que ce gouvernement de droite veut leur imposer. Tout le monde doit travailler plus longtemps, a répété le Premier ministre De Wever le lendemain de la grève. Et donc, il veut supprimer les mécanismes qui permettent de s'arrêter plus tôt. Écoutez bien. Nous devrons également tous travailler un peu plus longtemps. La durée effective de nos carrières est actuellement parmi les plus courtes de l'Union européenne. Nous ne pouvons plus nous le permettre. C'est pourquoi nous supprimons progressivement le système qui permet à certains de partir à la retraite bien trop tôt. Notre société ne peut tout simplement plus se le permettre. Notre société ne peut pas se le permettre, dit De Wever. De Wever qui, lui, pourra partir à la pension bien plus tôt que les autres. Nos corps ne peuvent pas se le permettre, ont répondu les ouvriers. Et là, on voit deux types de réalités qui s'affrontent. La logique du capital, qui veut économiser de manière dogmatique sur la sécurité sociale et les pensions, face à la logique du couvreur, dont les genoux sont foutus à 50 ans, de l'aide-soignante, qui a le dos en vrac à 45 ans, de l'aide ménagère avec les poignets abîmés, qui ne tiendra pas encore 15 ans comme ça. Moi, j'ai fait titre et service, je ne me vois pas travailler jusqu'à 65 ans et non plus jusqu'à 67 ans. On est crevé, on est tout le temps malade et en tout cas, ça ne se passe pas. On ne sait plus travailler jusqu'à 65 ans. Pour nous, envisager une prolongation des carrières jusqu'à 67 ans dans le métier de pompier, ça nous paraît totalement irréaliste et ça nous paraît hautement injuste par rapport aux conséquences santé de notre métier. On vit 8 à 10 heures de moins que le reste de la population, on nous demande de travailler plus longtemps. Voilà, c'est une situation juste qui est folle. Avec le PTB, on est allé sur plus de 700 piquets de grève dans tout le pays pour écouter pourquoi les gens se mobilisent. Et ce qui est revenu le plus, c'est le vol des pensions, mais aussi le malus pension, cette punition financière pour celles et ceux qui veulent partir à la retraite plus tôt. Ce qui nous a frappé, c'est beaucoup de gens parlaient d'un truc très clair. Le 2 poids, 2 mesures. Écoutez. Nous, on doit bosser jusqu'à 67 ans. Et les ministres, eux, ils partent plutôt à la retraite, avec une grosse pension. Et nous, on doit serrer la ceinture et bosser jusqu'à 67 ans. Moi, je ne vois pas ça arriver dans le secteur de l'alimentation. Surtout quand tu vois les politiciens. Eux, ils peuvent arrêter plus tôt et ils ne perdent rien du tout. C'est complètement inacceptable. Ces deux témoignages, ils tapent là où ça fait mal. Parce que oui, si ça ne tenait qu'au gouvernement Arizona, tout le monde devrait bosser plus longtemps pour une pension plus basse, tout le monde, sauf eux-mêmes. Et notre spécialiste de pension, Kim De Witte, s'est penché sur le système de pension des ministres et des députés et il a découvert que certains parlementaires peuvent toujours prendre leur pension anticipée à 60 ou 62 ans sans aucune condition de carrière. Et sur le plateau de Villa Politica, la télévision, la journaliste Gudle Devroy a confronté Axel Ronsen,
chef de groupe de la NVA à la Chambre aux révélations du PTB. Vous demandez énormément d'efforts à la population, y compris en matière de pension. Les gens doivent travailler plus longtemps, les pensions des fonctionnaires baissent. Les pensions des députés, elles ont été un peu réformées, un peu alignées. Mais il reste toujours des privilèges, dit le PTB. Par exemple, le fait que la pension est calculée sur le dernier salaire du député et pas sur la moyenne de toute une carrière. Est-ce qu'il ne faudrait pas supprimer aussi ces privilèges qui restent? Je n'ai pas besoin du PTB pour me regarder dans le miroir sur le mandat parlementaire et les pensions. Monsieur Ronsa a répondu, la NVA n'a pas besoin du PTB pour se regarder dans le miroir sur les pensions. Mais il a sans doute oublié que c'est justement le PTB qui a dénoncé l'âge de la retraite à 55 ans pour les députés et qui a fait changer ça. Il a oublié aussi que c'est justement le PTB qui a mis en lumière les bonus de pension illégaux des députés et qui a obtenu leur suppression. Et c'est encore le PTB qui a révélé un par un les privilèges restants. Voilà, ça c'est la réalité. On a toujours tendance à surestimer la force du gouvernement et à sous-estimer la force du mouvement, notre propre force. Parce que oui, on peut gagner. Oui, c'est possible de faire reculer ce gouvernement. Oui, c'est possible si on continue à mettre la pression. Et moi, j'espère vous croiser lors d'une des prochaines actions. C'était Tout bascule. On a vu comment l'intelligence artificielle apprend à faire la guerre plus vite que vous ne pouvez dire ChatGPT. On a entendu Anne témoigner de la résilience des soignants palestiniens et on a parlé de celles et ceux qui, ici chez nous, continuent à résister face à un gouvernement qui pense pouvoir tout imposer. Vous avez trouvé ça intéressant, alors abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré, suivez-nous sur les réseaux sociaux et regardez la vidéo sur YouTube. Merci. Ceci est un podcast Facto, un média marxiste créé par le PTB. Si vous vous demandez comment le monde fonctionne vraiment, suivez Facto sur les réseaux sociaux, sur YouTube et sur votre plateforme de podcast préférée. Abonnez-vous à notre canal WhatsApp pour recevoir tous les derniers épisodes en exclusivité. Facto. Comprendre le monde pour le changer.